Bonsoir à tous. En tant que philosophe, je suis extrêmement heureux de pouvoir m'adresser à vous, étudiants de Centrale Supélec, pour vous montrer l'importance de la philosophie de la nature quand on veut optimiser demain. Mais il faut commencer par les faits, et les faits sont là. Chaque année, nous produisons plus de 430 000 tonnes de plastique. Combien sont déversés dans les océans? Quelle est la quantité de microplastiques qui perturbent la chaîne alimentaire et qui menacent la santé humaine? Nous avons tous conscience de notre responsabilité environnementale et nous savons qu'elle a à la fois une dimension sociale et une dimension personnelle. C'est cette dimension personnelle que j'aimerais interroger avec vous ce soir parce que nous faisons l'expérience, en quelque sorte, de ce que nos valeurs sont insuffisantes. Évidemment, nous agissons quand nous prenons conscience que telle action porte atteinte à notre santé. Mais lorsqu'on sait que des mammifères marins ou des animaux marins sont menacés d'intoxication par des plastiques ou des microplastiques, on est moins inquiet spontanément. N'est-ce pas que nos valeurs sont trop centrées en quelque sorte sur nous-mêmes, trop centrées sur la vie humaine? Notre conscience, notre idée de la responsabilité, ne nous dit-elle pas qu'il nous faut agir constamment, de telle sorte que les conséquences de nos actions rendent possible une vie authentiquement humaine dans l'avenir? Le problème, c'est que dans ce cas-là, eh bien, notre valeur, ce que nous préférons, eh bien, c'est la vie humaine. Ce que nous cherchons avant tout à respecter, c'est non pas les animaux, mais c'est la vie humaine. Et la question alors se pose de savoir si la nature n'est pas en elle-même respectable, si la nature ne peut pas être respectée indépendamment de l'homme. Et cette question a été posée au début des années 80, finalement c'est assez récent. Finalement. Au début des années 80, par un philosophe new-yorkais, Paul Taylor. Il va révolutionner l'éthique en proposant une éthique du respect de la nature. Évidemment, son positionnement va être abondamment critiqué parce qu'il renonce à nos aspirations humanistes. Elle va notamment être critiquée par l'un des plus grands spécialistes de l'éthique environnementale, je veux dire Brian Norton, un philosophe américain absolument incontournable, en tout cas pour ces questions environnementales. Et je crois qu'il est important de présenter ces deux figures parce qu'elles vont nous permettre de comprendre que la responsabilité environnementale fait l'objet d'un débat. Quand nous prenons position, eh bien nous nous situons dans un débat contemporain. Mais il nous faut commencer par Paul Taylor, parce que sa position a été extrêmement audacieuse. Il voulait non seulement que l'on respecte les personnes, bien sûr, mais également la nature, c'est-à-dire chaque individu, quel qu'il soit, à partir du moment où il entre dans un écosystème. Et alors, finalement, l'idée de Taylor est assez simple. Il faut que l'on retrouve les conditions qui font que nous respectons les personnes humaines pour pouvoir désormais être en mesure de respecter la nature. Et alors, eh bien, il faut bien remarquer que quand nous respectons quelqu'un, il y a trois choses qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est qu'il faut considérer dans la personne que nous respectons un certain bien. Nous allons respecter, par exemple, une personne parce qu'elle est de bonne volonté. Mais cela ne suffit pas pour respecter.
car quelquefois on a pu considérer des personnes à la manière d'un instrument. C'est ce qu'on appelait des esclaves, qui étaient des outils, qui étaient considérés comme des moyens, et non pas comme des fins, et par conséquent des personnes auxquelles on manquait de respect. Pour respecter quelqu'un, il faut considérer la personne non pas comme un moyen, mais comme une fin. Et alors, vous comprenez que la condition pour fonder une éthique du respect, eh bien, c'est d'avoir un discours qui s'exprime dans un langage qui n'est pas le langage mathématique, car les notions de bien, les notions de fin sont étrangères aux mathématiques. Il faut un discours de type philosophique. Voilà, en quelque sorte, les ingrédients qui font que nous sommes capables de respecter les personnes. Et ça a été de haute lutte d'arriver à découvrir ce qui nous mettait en condition pour respecter les personnes humaines. Alors, pourquoi ne pas redécouvrir les mêmes ingrédients, mais cette fois-ci pour la nature, afin de pouvoir la respecter ? N'est-il pas possible de voir dans la nature, dans les organismes, dans les écosystèmes, un certain bien, si nous estimons qu'il nous est possible de les endommager, eh bien cela veut dire que nous reconnaissons qu'elles ont en elles un certain bien, car qui pense pouvoir endommager un déchet ? Mais il faut en outre être capable de voir dans un organisme, un écosystème, non seulement un bien, mais une fin. Et alors, Taylor de faire remarquer que cette fin, eh bien, elle se manifeste, si on veut bien la voir, parce que chaque organisme tend à survivre. La finalité poursuivie par la nature, c'est la vie. Et par conséquent, ce qu'il faut respecter, ce qui est respectable, c'est la vie. Mais vous voyez, à condition d'avoir un discours qui ne soit pas simplement un discours scientifique exprimé en langage mathématique, mais qui soit un langage philosophique permettant d'attribuer à la nature, c'est-à-dire à des individus non humains, un certain bien et une certaine finalité. Taylor a tiré toutes les conséquences de cette révolution éthique. Et il a bien compris que si tel était le cas, on ne pouvait plus alors considérer que l'homme, du fait qu'il possède une raison qui lui est par ailleurs fort utile, est supérieur à la nature, est supérieur aux autres animaux, aux autres organismes et organismes. Et donc, il estime qu'il y a une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de l'homme dans chaque être naturel. Il s'agit de la vie, et ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison qui constitue la valeur des choses, c'est la vie. Évidemment, une telle position est assez délicate. Elle s'inscrit dans un courant dont on a entendu parler. Il s'agit de l'écologie profonde. Mais pourquoi pas? Car quand on est philosophe, on doit regarder chaque position avec la plus grande impartialité. Le problème, c'est que la thèse de l'égalitarisme entre tous les organismes, y compris l'organisme humain, est une thèse qui est néanmoins, il faut bien le reconnaître, discutable. Surtout, d'autant plus discutable qu'elle conduit à un rejet de l'humanisme qui est un élément extrêmement important dans l'organisation sociétale qui est la nôtre. Et c'est pourquoi quelqu'un comme Brian Norton va proposer de rester dans une vision humaniste, de garder cette idée que la valeur principale, c'est l'homme, c'est l'humain, mais en essayant de redéfinir notre système de valeurs, de repenser les choses. En essayant de remarquer que, d'abord, il faut bien s'entendre sur ce qu'on entend par valeur, parce que voilà maintenant quelques minutes que j'utilise ce mot, que tout le monde comprend, mais il faut le clarifier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est ce que l'on considère comme étant préférable. Par exemple, la justice, le fait de répartir également
selon une certaine égalité, eh bien, certains avantages. Évidemment, ça constitue une valeur. On considère que c'est préférable à l'iniquité, bien sûr. Mais l'idée de justice n'est pas suffisante pour assumer nos responsabilités environnementales. Parce que quand je suis juste, je peux penser qu'il suffit alors de répartir les ressources naturelles équitablement, au risque qu'elles s'épuisent. Norton remarque que l'humanisme a très souvent fondé son système de valeurs sur des préférences qu'il appelle des préférences ressenties. C'est-à-dire que finalement, nos valeurs, eh bien, elles sont définies à partir de notre désir de satisfaction. Elle fait de nous des consommateurs, nous désirons consommer. Et c'est ainsi qu'advient le risque de l'épuisement des ressources naturelles. Il lui semble possible de corriger en quelque sorte nos désirs, de les réguler, dans la mesure où nos valeurs ressenties sont confrontées à ce qu'il appelle des valeurs réfléchies. Une valeur réfléchie, c'est une préférence qui naît d'une vision du monde. Il pense qu'il faut bâtir nos valeurs sur une vision du monde qui emprunte évidemment beaucoup aux sciences, mais qui, en quelque sorte, interprète toute la connaissance scientifique au moyen de la philosophie. Par exemple, on pourrait concevoir que la Terre est un organisme vivant, un grand organisme vivant capable de s'auto-réguler, mais que l'action humaine peut perturber en agissant à certains endroits qui sont stratégiques. Et alors on a une vision du monde qui vient en quelque sorte fonder des valeurs, une vision du monde qui s'appuie pas simplement sur les sciences, mais aussi sur la philosophie. Avec une telle approche, Norton va redéfinir en quelque sorte la justice. Pour lui, la justice, c'est pas simplement la répartition, ne doit pas consister simplement dans la répartition des ressources. La justice doit être une justice intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'il s'agit, en toute justice, de donner un héritage, c'est-à-dire de donner à d'autres générations les conditions naturelles, notamment, qui nous ont permis d'avoir une vie humaine. Et vous voyez, on est dans une approche alors qui est une approche humaniste. Seulement, son point faible, sans doute, est qu'elle engendre un certain relativisme parce qu'elle se fonde sur une vision du monde que tout le monde n'est pas obligé de partager. Norton défend un pluralisme. Et donc, elle a l'inconvénient du relativisme, en quelque sorte. Mais ce qui est sûr, c'est que la position de Norton et la position de Taylor sont deux positions absolument incompatibles. L'une s'inscrit dans le courant de l'écologie profonde et cherche à fonder des devoirs valables universellement. L'autre s'inscrit dans un courant plus humaniste, plus pragmatique, et les deux façons d'envisager l'éthique, eh bien, sont radicalement différentes. Néanmoins, il faudra remarquer que pour ces deux visions, il serait impossible de fonder une éthique environnementale sans avoir un regard sur la nature qui soit un regard philosophique. Et je crois qu'il faut bien préciser ce qu'on entend par philosophie. La philosophie, c'est trois missions. La philosophie a trois missions, en quelque sorte, à exercer. La première, extrêmement importante, bien sûr, on attend du philosophe qu'il nous aide à clarifier le langage. C'est la première mission, c'est le premier intérêt de la philosophie. La deuxième mission, le deuxième intérêt de la philosophie est qu'elle nous aide à peser les idées, car il faut bien le reconnaître, il existe des idées légères. Ne me demandez pas d'identifier si telle idée est plus légère que telle autre. Je crois que toute idée peut être légère à partir du moment où nous n'y adhérons que parce qu'elle nous plaît, ou bien nous la rejetons parce qu'elle nous déplaît.
Il s'agit alors d'idées légères qui manquent en quelque sorte de motivation, d'argumentation, de solidité, de poids. Et puis, dernière mission du philosophe, et non la moindre, eh bien, on attend du philosophe non pas simplement qu'il discourt sur les idées, non pas simplement qu'il clarifie le langage, mais on attend de lui qu'il livre une expertise sur les choses, sur la valeur des choses. Et je crois qu'en direction de la nature, eh bien, nous devons aussi attendre le philosophe. Nous devons attendre de lui qu'il clarifie le mot nature, qui est un mot extrêmement ambigu. Nous devons attendre de lui qu'il pèse nos différentes conceptions de la personne humaine. Faut-il penser que l'homme est supérieur à la nature ou au contraire qu'il y a égalité entre l'homme et tous les autres organismes? Et s'il y a supériorité de l'un sur l'autre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça autorise et qu'est-ce que ça n'autorise pas? Il y a des idées à peser. Et puis, nous attendons du philosophe qu'il nous apporte une expertise sur non seulement la valeur de la nature, pour savoir s'il y a une valeur intrinsèque ou pas, ou si elle n'a de valeur qu'en tant qu'elle est utile. Bien sûr, il y a cette question, mais surtout, on attend de lui qu'il livre une expertise sur la valeur de la technique. Et si la technique n'était rien d'autre que la raison au service de la nature? Oui, je crois que la philosophie peut apporter une grande contribution pour exercer notre responsabilité environnementale. Je crois qu'il faut la pratiquer sans avoir peur, qu'il faut travailler à une culture solide, à une solide culture philosophique, surtout si on est ingénieur, surtout si nous voulons optimiser demain. Je vous remercie pour votre attention.